Nous sommes honorés de vous compter nombreux cet après-midi sur la télévision panafricaine, afin que nous puissions vous mettre au parfum de l'actualité. Au sommaire de cette édition du journal, des affrontements violents ont éclaté hier au centre commercial de Katana, dans les territoires de Kabare, province du Sud Kivu. Les combats opposent des éléments Wazalendo aux rebelles de l'AFC M23. Selon des sources locales, des civils ont été tués, dont une femme qui se rendait au marché de Kavumu. Toujours à la une, la situation sécuritaire dans les groupements Kisimba, territoire de Walikale et province du Nord Kivu, se détériore. Des affrontements réguliers entre les rebelles de l'AFC M23 et les forces armées de la République démocratique du Congo entraînent des déplacements massifs des populations. Et puis l'Amnesty International dénonce dans un nouveau rapport l'attente interminable de victimes de la guerre de 6 jours à Kisangani de la province de la Chopo. 25 ans après ce conflit qui a fait des centaines de morts et des milliers de déplacés parmi les civils, les victimes attendent toujours la vérité, la justice ainsi que des réparations. Mesdames, Messieurs, voilà tout pour le sommaire. Des affrontements violents ont éclaté hier au centre commercial de Katana dans les territoires de Kabare, province du Sud Kivu. Les combats opposent des éléments Wazalendo aux rebelles de l'AFC M23. Selon des sources locales, des civils ont été tués, dont une femme qui se rendait au marché de Kavumu. La situation reste tendue dans la région. Le combat a repris dans la région du Sud Kivu, en République démocratique du Congo. Mercredi 4 juin 2025, le centre commercial de Katana, en territoire de Kabare, a été le théâtre de violents affrontements entre des éléments Wazalendo et les rebelles du M23. Selon des sources locales, 2 civils ont perdu la vie dans ces affrontements, dont une femme qui s'est rendue au marché de Kavumu. Un rappel stratégique du coût immense de ces conflits. La violence a forcé la fermeture de commerces et des écoles. Les élèves en pleine session des épreuves préliminaires de l'examen d'État ont été renvoyés chez eux, leurs études brutalement interrompues. Les affrontements qui auraient débuté par des tirs de feu au centre commercial de Kavumu opposent les Wazalendo qui seraient venus du village des Kabouchois près du parc national de Kaouzi-Biega et les rebelles du M23. L'accalmie observée mercredi après-midi n'a été que de courte durée, le combat ayant repris dans la soirée. Le bilan de perte du côté des rebelles et des Wazalendo reste inconnu pour le moment. Cette escalade de la violence soulève de vives inquiétudes quant à la sécurité de la population civile et à la poursuite des études pour le jeune. La situation reste tendue et l'avenir incertain dans cette région déjà meurtrie par des années de conflits. Malgré une déclaration conjointe encourageante le 23 avril dernier à Doha, les négociations entre le gouvernement de la République démocratique du Congo et l'AFC M23 sont au point mort. Un troisième round de discussion tenu début mai à Doha n'a pas permis des progrès significatifs. Les représentants de l'AFC M23 ont quitté la capitale qatari et sont retournés à Goma. L'espoir d'une trêve s'éloigne. Pour plus de détails, Gale Afrique Télévision vous propose ces reportages. En République démocratique du Congo, les espoirs d'une résolution négociée entre le gouvernement et l'AFC M23 s'amenuisent. Malgré une déclaration conjointe encourageante publiée le 23 avril à Doha et laissant entrevoir une trêve, les pourparlers sont au point mort. Un troisième cycle de discussion, tenu début mai dans la capitale qatari, n'a débouché sur aucune avancée concrète. Frustrés, les représentants de l'AFC M23 ont quitté Doha pour regagner Goma. Leur séjour, initialement prévu pour 5 jours, s'est étendu sur plus d'un mois, soit 32 jours, sans résultat significatif. Selon nos informations, au moins 4 réunions directes ont eu lieu, mais la majorité des échanges se sont déroulés par l'intermédiaire de médiateurs. C'est quasiment un dialogue de sourds, déplore un diplomate proche du dossier. À Kinshasa, les autorités maintiennent la pression pour un cessez-le-feu immédiat. Certains délégués congolais vont même jusqu'à exiger les retraits préalables de l'AFC M23 des zones qu'elle contrôle avant de reprendre les discussions. De leur côté, le représentant de l'AFC M23 pose également leurs conditions, notamment la libération de leurs cadres. Leur départ de Doha, il y a 2 jours, est officiellement justifié par la nécessité de mener des consultations.
Dans ce contexte tendu, la présence de Joseph Kabila à Goma a exacerbé les tensions. Cette visite est perçue avec suspicion à Kinshasa, où l'on craint que l'ancien président ne cherche à réactiver ses réseaux, en particulier au sein de milieux sécuritaires et régionaux, afin d'affaiblir le pouvoir en place. Face à cette impasse, qui peut encore débloquer la situation? L'Afrique, peut-être. En attendant une éventuelle implication plus forte de Washington, selon certaines sources diplomatiques. Fornia Singbe, les médiateurs désignés par l'Union africaine, s'efforcent de maintenir un climat de dialogue. Après avoir rencontré l'opposant Martin Fayulu, puis le représentant religieux congolais, il s'est entretenu il y a 2 jours avec Bintou Keïta, la chef de la MONUSCO. En signe de cette volonté de relancer le processus, le ministre togolais des Affaires étrangères s'est rendu à Kinshasa le mercredi, où il a été reçu par le président Félix Tshisekedi. L'objectif affiché, créer les conditions d'un dialogue constructif. Suite à sa rencontre avec le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi, ce jeudi 5 juin au Palais de la Nation, l'opposant congolais Martin Fayulu a annoncé son intention de créer un camp de la patrie. L'objectif est de rassembler les forces politiques congolaises pour répondre à la crise sécuritaire persistante dans l'est de la République démocratique du Congo. L'opposant congolais Martin Fayulu est dans ses propos recueillis pour vous par votre rédaction. Vous savez que le pays est dans une passe très difficile. Nous sommes attaqués de partout. Nous avons besoin de la cohésion nationale. Je suis venu pour lui dire que nous n'avons pas 36 solutions. Nous devons créer un camp de la patrie. Donc les gens qui luttent pour leur pays. Et donc pour cela, avec toutes ces crises que nous avons, crise sécuritaire, crise sociale, crise politique, la solution c'est un dialogue. Donc je lui ai demandé de tout faire pour rencontrer les évêques de la Cinco et les pasteurs de l'ECC pour discuter afin de voir ce pacte social qu'il propose, comment est-ce que nous pouvons le mettre en avant. Donc il m'a compris et il va donner sa réponse très rapidement. Nous sommes Congolais et nous avons des frères et sœurs qui souffrent, des enfants qui souffrent, des enfants qui dorment à la belle étoile, des enfants et des gens qui meurent tous les jours. Aujourd'hui, à Goma, combien de gens sont morts? Aujourd'hui, à Beni, à Butembo, aujourd'hui, à Bukavu, combien de gens ont été maltraités par des gens qui ont occupé nos territoires, nos localités. Donc, c'est de ça que nous avons parlé. Nous sommes humains. Nous avons lutté dans ces pays. Nous n'avons pas lutté pour que demain, les Congos soient balkanisés. Voilà, nous avons dit, lui et moi, et nous sommes dit que jamais sous notre ère que le Congo sera balkanisé. Je suis venu pour ça et pour insister que le dialogue est nécessaire et qu'ils reçoivent les pères spirituels. Merci beaucoup. Le président de la Commission de l'Union africaine, Mahamoud Ali Youssouf, a chaleureusement félicité la République démocratique du Congo ainsi que la Somalie pour leur élection en tant que membres non permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies pour la période 2026-2027. L'élection de la RDC a été particulièrement remarquable avec 183 voix sur 187 pays votants. Le président Youssouf a souligné la responsabilité cruciale qui incombe désormais aux 2 nations africaines. Reportage. Coup de projecteur sur l'Afrique à l'ONU. La République démocratique du Congo et la Somalie ont été élus membres non permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies pour la période 2026-2027. Un vote massif, 183 voix sur 187 pays, ont soutenu la candidature de la RDC. Mahamoud Ali Youssouf, le président de la Commission de l'Union africaine, a salué cette élection, soulignant la responsabilité qui incombe désormais aux 2 pays. La Commission de l'Union africaine s'est également félicitée du processus démocratique qui a mené à l'élection de la RDC, espérant que la communauté internationale saura contribuer au maintien de la paix et de la sécurité mondiale.
L'Union africaine réaffirme son soutien total aux nouveaux membres de l'A3 et son engagement à travailler en étroite collaboration avec eux. Pour Vital Kamerhe, président de l'Assemblée nationale congolaise, cette élection est une forme de reconnaissance pour son pays. Vital Kamerhe a déclaré « C'est une réparation morale et psychologique. Cela prouve que la cause de la RDC est à la fois attendue et noble. » La situation sécuritaire dans les groupements Kisimba, territoire de Walikale, province du Nord Kivu, se détériore. Des affrontements réguliers entre les forces armées de la République démocratique du Congo et les rebelles de l'AFC M23 entraînent des déplacements massifs de population. Pour plus d'informations, nous vous proposons à suivre ces reportages. Le groupement Kisimba, situé dans le territoire de Walikale au Nord Kivu, est le théâtre d'une détérioration constante de la situation sécuritaire. Les affrontements répétés entre les rebelles de l'AFC M23 et les forces armées de la RDC et FARDC provoquent des mouvements massifs et désordonnés des populations civiles. Après les déplacements en début de semaine, des habitants des villages de Musanga, Busakara et Kisone, de nouvelles familles ont été contraintes de fuir leur foyer. Ce mercredi 4 juillet, les populations des villages de Banankoyo, Banamuruya ont abandonné leurs maisons suite à des combats qui ont éclaté vers 14 h heure locale sur la colline d'Enkobe, près de la localité de Banankindi. Des détonations d'armes lourdes et légères ont semé la panique parmi les habitants qui se sont réfugiés en masse dans la forêt selon des sources coutumières locales. Cette instabilité persistante engendre un flux continu de personnes déplacées, cherchant refuge dans la brousse ou dans des localités jugées plus sûres, souvent de manière précaire. Il est actuellement impossible d'établir un bilan précis des affrontements de ce mercredi, ni déterminer quelle force contrôle actuellement la localité d'Enkobe. Face à cette situation alarmante, les autorités coutumières et administratives locales lancent un appel urgent au renforcement des effectifs militaires dans cette région du Nord Kivu, afin de contenir l'avancée des groupes rebelles et de protéger les populations civiles. Des corps sans vie ont été découverts ce jeudi dans la chefferie de Baswaga, territoire de Lubero, province du Nord Kivu. Selon la société civile locale, le victime aurait été exécuté par les rebelles ADF lors d'une embuscade tendue aux usagers de la route. Plus d'informations à suivre dans ces reportages. Des corps sans vie ont été découverts ce jeudi 5 juin 2025 dans la chefferie de Bassoa, territoire de Lubero, Nord Kivu, confirmant une fois de plus la violence persistante dans la région. Selon des sources de la société civile locale contactées par votre rédaction, les victimes auraient été exécutées par des rebelles des Alliés de Democratic Force ADF lors d'une embuscade tendue à des civils. Les corps ont été retrouvés à Maïba dans le groupement Manzia, localité de Massinzi. L'un déjà en état de décomposition avancée a été inhumé sur place à Kingi. L'autre a été transporté à Mwangi pour y être enterré, a déclaré Moïse Kahouyou, rapporteur de la société civile de Vuinga. Moïse Kahouyou a également souligné que plusieurs civils sont portés disparus depuis l'attaque des ADF entre Mangouré-Jipa et Robinet il y a près d'une semaine. Cette situation alimente l'inquiétude et la peur au sein de la population. Malgré le lancement des opérations conjointes par les forces armées de la République démocratique du Congo FARDC et l'armée ougandaise UPDF, la zone reste instable. Face à cette insécurité, Maker Civique Nouloa, chef des secteurs Bapéré, appelle la population à la prudence et à éviter les zones qui ne sont pas sous le contrôle des forces de la coalition. La République démocratique du Congo a officiellement lancé son nouveau passeport biométrique lors d'une cérémonie organisée ce jeudi à l'Institut national des arts à Kinshasa. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a été le premier à recevoir son nouveau passeport équipé d'une puce électronique au centre de capture installé à l'occasion. Pour plus de détails, nous vous proposons ces reportages. La République démocratique du Congo entre dans l'ère du passeport biométrique. Une cérémonie officielle a marqué le lancement de ces nouveaux documents ce jeudi à Kinshasa. Le président Félix Tshisekedi Tshilombo a été le premier à recevoir son passeport directement au centre de capture installé pour l'occasion à l'Institut national des arts. Un événement en présence des figures clés du gouvernement soulignant l'importance de cette avancée pour le pays. Plus sûr, plus moderne,
Le nouveau passeport congolais intègre une puce électronique, des hologrammes et des filigranes pour lutter contre la fraude. Son prix, 75 $ américains, un tarif voulu par le président de la République, Félix Tshisekedi, pour le rendre accessible. L'objectif, une gestion optimisée des passeports et un processus d'obtention simplifié pour les Congolais. La production de ces nouveaux passeports a été confiée à l'entreprise allemande Dermalog, spécialisée dans les solutions d'identification biométrique. Un pas important pour la RDC qui se modernise et renforce sa sécurité grâce à ces nouveaux passeports biométriques. Rendons-nous dans la province de la Chopo pour mettre fin à cette édition du journal. L'Amnesty International dénonce dans un nouveau rapport l'attente interminable de victimes de la guerre des 6 jours dans la province de la Chopo, ville de Kisangani. 25 ans après ce conflit qui a fait des centaines de morts et de milliers de blessés parmi les civils, les victimes attendent toujours la vérité, la justice ainsi que des réparations. Reportage. 25 ans après le fracas de la guerre des 6 jours à Kisangani, dans la province de la Chopo, la douleur persiste. Des centaines de civils ont péri, des milliers d'autres ont été blessés et aujourd'hui, les victimes attendent toujours. L'écho de leur voix réclame la vérité, la justice et pour la plupart des réparations, selon un nouveau rapport d'Amnesty International publié ce mercredi 5 juin. Intitulé « Le Congo sans aimer personne, 25 années sans justice pour la guerre des 6 jours à Kisangani », les rapports relèvent une impunité choquante. Aucune enquête criminelle, aucun procès n'ont été menés depuis les conflits sanglants qui a opposé les forces rwandaises et ougandaises. À partir du 5 juin 2000, Kisangani, ville du nord-est de la RDC, a été le théâtre d'une violence inouïe. Les armées rivales se sont livrées à un pilonnage aveugle des zones civiles densement peuplées, tuant intentionnellement des civils, violant des femmes et pillant de maisons. Des actes qui, un quart de siècle plus tard, restent impunis. L'absence des procédures judiciaires en RDC, combinée à l'incompétence de la Cour pénale internationale pour les crimes commis avant 2002, a créé un vide juridique. Les personnes soupçonnées de porter une responsabilité pénale dans ces atrocités n'ont jamais été traduites en justice. Il est absolument inacceptable que, pendant 25 ans, pas une seule personne n'ait été amenée à répondre des crimes perpétrés à Kisangani. L'effet que personne n'ait été poursuivi pour les crimes passés a alimenté une spirale de violence en RDC qui a impliqué des acteurs, des armes et des souffrances similaires. La justice ne saurait attendre 25 années supplémentaires. Il incombe aux autorités judiciaires congolaises d'ouvrir des enquêtes et, s'il existe suffisamment de preuves recevables, de poursuivre les personnes soupçonnées d'être responsables de crimes commis sur le territoire de la RDC, a déclaré Tigera Chaguta, directeur régional d'Amnesty International pour l'Afrique de l'Est et l'Afrique australe. Un espoir fragile a émergé en 2022 lorsque la Cour internationale de justice a ordonné à l'Ouganda de verser des réparations à la suite d'une procédure engagée par la RDC. La CIJ n'était pas compétente à l'égard du Rwanda. En 2024, des victimes ont enfin commencé à recevoir une indemnisation de l'Ouganda. Cependant, ce processus a été terni par des allégations de mauvaise gestion et des détournements selon Amnesty International. Une nouvelle source de frustration pour des victimes qui attendent depuis longtemps. Et c'est avec cette information que nous mettons fin à cette édition du journal des 13h sur la télévision panafricaine. Mesdames, Messieurs, nous vous invitons à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait tout en vous souhaitant une bonne journée chez vous.